Bonsoir, voici les grands titres du 20h que vous avez choisis. Les attaques terroristes ont eu de fortes répercussions sur les projets des pôles de croissance. C'est ce qui ressort de la session ordinaire du Comité national de pilotage des pôles de croissance au titre de l'année 2022. Tenue ce matin, elle a été présidée par le chef du gouvernement. Les détails dans un instant. 4e forum des écoles et centres de formation professionnelle de l'État, la formation à distance présentée comme une belle alternative de formation au vu de la situation du pays. Les acteurs du domaine, dans le cadre de ce forum, réfléchissent sur les enjeux de la formation à distance et sa mise en œuvre. Et puis CAN Maroc 2022, prestation moins reluisante des protégés du coach Pascal Sawadgo. Éliminé dès le premier tour, les étalons dames sont de retour au pays. Au bilan, le manque d'expérience et de préparation ont joué contre ces joueuses qui participaient à leur première CAN. En fin de journal, vous les entendrez. Ouverture ce matin de la session ordinaire du Comité national de pilotage des pôles de croissance au titre de l'année 2022. Il y ressort que plusieurs projets des pôles de croissance n'ont pas pu être achevés à cause de la situation sécuritaire marquée par les attaques terroristes. Le gouvernement est interpellé à trouver des solutions idoines. Mamidriana Kamabou. Le Burkina Faso va mal sur le plan socio-économique. Les 200 attaques terroristes qu'a connu le pays en 2021 ont de fortes répercussions sur les projets de pôles de croissance selon le Comité national. Le secteur agro-silvopastoral, qui occupe plus de 70% de la population active, est fortement impacté. Le déplacement de population, du fait de l'insécurité, a entraîné un abandon de plus de 300 000 hectares de superficie de terre cultivable. Une perte de production d'environ 323 423 tonnes a été enregistrée durant la campagne agricole 2021-2022. Il est donc nécessaire que le gouvernement trouve des solutions idoines pour résorber les effets de la crise. Il est évident que ce constat ne peut laisser indifférent et interpelle la conscience collective sur l'impérieuse nécessité d'agir et apporter des réponses urgentes pour le bien de nos populations. Pour ce faire, le gouvernement s'attelle, avec l'appui de tous ses partenaires, à trouver des solutions idoines. Les zones dédiées aux pôles de croissance sont également affectées à des degrés divers par le phénomène de l'insécurité. Sur le plan de l'éducation, l'on enregistre la fermeture de 4 258 écoles. Environ 2 400 000 personnes n'ont pas accès aux services de santé. Le Burkina Faso enregistre aussi 2 860 000 personnes en situation d'insécurité alimentaire. Il y a des aménagements pour accroître les superficies de production sur Bagré-Pôle et sur Soulou-Pôle. Et il y a des travaux en cours pour l'opérationnalisation du pôle de croissance de Samandéni qui est déjà porté par le projet Pétis, et des actions sont en cours pour restructurer cette structure-là pour pouvoir porter de façon structurelle les travaux qui doivent intervenir pour opérationnaliser totalement ce pôle de croissance-là, qui est un pôle agricole qui devrait permettre d'accroître nos productions. Les travaux de cette session ordinaire du Comité national de pilotage des pôles de croissance au titre de l'année 2022 se sont tenus sur le thème « Promouvoir les pôles de croissance comme instrument majeur de résilience de l'économie nationale dans un contexte à fort défi sécuritaire ». Voilà donc un reportage de Mamidriana Kamabou commenté par Sonia Kokti. Éducation dans la suite de ce 20h. Ce vendredi, le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, MENA-PLN, a lancé la phase pilote du fichier national de l'inscription en ligne des élèves et de la production des cartes d'identité scolaire au Burkina Faso. Cette phase de pilotage du projet d'identification unique des élèves du Burkina Faso commencera par la province du Boulgou et du Kourouego. Le point avec Salimatou Zongo et Michael Toukri. La Direction générale des études et des statistiques sectorielles du ministère en charge de l'éducation nationale a procédé au lancement officiel de la phase pilote du fichier qui a pour but de relever les défis liés à la maîtrise du cursus scolaire, à l'amélioration de la faisabilité des statistiques scolaires et au contrôle d'accès aux examens.
C'est ainsi que les provinces du Boulgou et du Kourouégo ont été sélectionnées pour le déroulement de ce projet d'identification unique au profit des élèves de ces provinces. Nous sommes à une phase pilote qui va concerner seulement 2 provinces, celle du Kourouégo et puis dans le plateau central et puis celle du Boulgou dans le centre-est. Et l'objectif c'est à terme de généraliser à l'ensemble du pays. Donc nous assistons ce matin au lancement technique pour vraiment lancer la série de formations à l'endroit des acteurs du niveau central. Et cette formation va se poursuivre de façon échelonnée jusqu'au niveau déconcentré pour les acteurs de mise en œuvre sur le terrain. Et ça aboutira enfin à vraiment l'opération d'enrôlement et la production des cartes scolaires pour les 2 provinces pilotes. En vue d'assurer le suivi individuel des élèves et d'assurer la maîtrise des effectifs pour une meilleure planification de l'éducation, des cartes d'identité scolaire seront délivrées. Maîtriser les effectifs et les flux des élèves avec notamment l'éradication des inscriptions parallèles ou illicites. Et mieux planifier les besoins du système éducatif, c'est-à-dire l'amélioration de la prévision en matière de recrutement des personnels, d'équipement et de budget de fonctionnement, le contrôle et le suivi de la scolarité individuelle, et le suivi des inscriptions scolaires, et mieux évaluer la performance du système éducatif, assurer une meilleure organisation des examens et concours scolaires, l'orientation et la répartition des élèves, l'octroi de bourses, le contrôle des élèves affectés dans l'établissement privé, contribuer à améliorer les résultats scolaires en évitant par exemple les sauts de classe et les changements de classe sans la moyenne requise. Pour Olivier Bagré, cette initiative permettra de réduire certaines tares du système éducatif et assurera un meilleur transfert des compétences à l'équipe technique nationale. À l'occasion, une série de formations est envisagée dès la semaine prochaine et va se dérouler sur une période de 1 mois. En rappel, ce projet a été initié en 2018. 4e forum des écoles et centres de formation professionnelle de l'État. Les responsables des écoles et des centres de formation professionnelle échangent sur les enjeux et perspectives de la formation à distance. La maladie à coronavirus et la situation sécuritaire nationale difficile ont réduit la mobilité des différents acteurs de la société burkinabé. La formation professionnelle à distance est donc l'un des leviers pour faire de l'administration publique une administration moderne, efficace. Alexis Wenkouni Belemnaba. Formation à distance, enjeux et perspectives pour les établissements de formation professionnelle de l'État, c'est la thématique qui réunit ici les acteurs de la formation professionnelle à ce 4e forum des écoles et centres de formation professionnelle de l'État. La pandémie du Covid-19 et la situation sécuritaire nationale difficile ont réduit la mobilité des différents acteurs. Face à ces contraintes, la formation à distance apparaît comme une alternative. Cette rencontre vise donc la réflexion sur les enjeux de cette nouvelle vision avant d'envisager sa mise en œuvre. Le constat, il est réel, c'est ce que nous vivons tous les jours. Vous savez, les écoles, les centres de formation professionnelle existent dans ce Burkina. Et effectivement, les conditions de sécurité difficiles que nous vivons, les écoles aussi le vivent. Donc c'est vous dire qu'elles ne sont pas en reste et il faut déjà avoir une vision pour l'avenir, pour un avenir, quel que soit effectivement ce qu'on pourrait avoir comme difficulté ou bien comme orientation nouvelle. Parce que même en cas de sécurité totale, c'est la sécurité, elle va certainement revenir, la sécurité pour notre pays. Et la formation à distance est une alternative pour permettre une formation sans trop de difficultés. La formation professionnelle est l'un des leviers pour faire de l'administration publique, d'une part, une administration moderne et efficace, d'autre part, une administration de développement à même de répondre aux attentes du processus de décentralisation et de déconcentration selon le ministre en charge de la fonction publique. Nécessité s'impose de s'adapter à l'évolution des techniques de l'information et de la communication pour répondre aux besoins. Le Forum des écoles et centres de formation professionnelle est un cadre qui vise à mutualiser et à encadrer les réformes des curricula, de l'orientation pédagogique, des statuts et règlements intérieurs et de la gestion des ressources humaines. Ainsi, c'est un cadre qui permet d'échanger sur les réformes touchant le domaine de la formation des agents au profit de l'administration et de formuler des recommandations à l'endroit des autorités de tutelle et à l'Assemblée générale des établissements publics de l'État. L'évolution des techniques d'information et de communication nous interpelle sur la nécessité de revisiter et d'adapter les méthodes de formation des stagiaires dans les établissements de formation professionnelle.
tous les acteurs des différents départements ministériels prennent part à ce 4e forum. Il est attendu de cet échange l'appropriation des mécanismes de la formation à distance et la compréhension des enjeux sur la mise en œuvre de ce projet. À marge de la 7e édition de la Semaine nationale de l'information et de l'orientation post-bac, plusieurs stands d'exposition sur les filières de formation disponibles dans les universités sont ouverts au public. Parmi ces différents stands d'exposition, l'Institut Tengtouma Géosciences de Ouagadougou retient l'attention. Je propose un tour dans ce stand avec Job Lankwande et Serge Kabouré. Depuis le 11 juillet dernier, la 7e édition de la Semaine nationale de l'information et de l'orientation post-bac bat son plein sur le site du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Plusieurs stands d'exposition sont installés à ce salon qui s'étend jusqu'au 16 juillet prochain. Ici, au stand de l'Institut Tengtouma Géosciences de Ouagadougou, les visiteurs ne se font pas prier. Ici, au niveau du stand de ITTGO, on accueille des étudiants qui étaient des futurs étudiants plutôt qui étaient au début perdus, qui ne savent pas quoi faire. Mais en les accueillant, en les expliquant, en les exposant ce qu'on fait, ces étudiants sont attirés. Ces étudiants immédiatement s'inscrivent et prennent par exemple nos contacts pour nous contacter et par la suite pour avoir encore de meilleures informations par rapport aux formalités d'inscription et le contexte de formation dans notre institut. Cet institut, qui forme des étudiants depuis cette année, se révèle être aujourd'hui incontournable dans l'enseignement dans le domaine minier. L'institut est classé premier au rang national en matière de formation dans le domaine minier, mais aussi 10e dans le classement général des instituts. Pour s'inscrire à ITTGO, c'est simple. Il suffit d'avoir seulement un bac scientifique, c'est-à-dire un bac de série C, de série D, de série E ou de série F. Il est aussi possible de s'inscrire à ITTGO via les orientations sur Campus Faso. Depuis l'ouverture du salon le 11 juillet dernier, près de 300 visiteurs sont passés par ce stand en raison des formations qui sont beaucoup plus axées sur la pratique. ITTGO organise chaque année pour les étudiants de première année, deuxième année, troisième année des sorties sur le terrain. L'habitude de ITTGO est que ces excursions étaient faites dans les vrais sites d'exploration, mais en vue des réalités, des conditions sécuritaires. Ces excursions ont été réorientées aux alentours de Ouagadougou, dans des localités comme Koubri ou Kombisiri, là où nous pouvons effectivement visualiser toutes les formations géologiques qui sont présentes dans ces sites antérieurs. La Semaine nationale de l'information et de l'orientation qui se tient sur le site du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou se poursuit jusqu'au 16 juillet prochain pour le grand bonheur des nouveaux bacheliers ainsi qu'aux étudiants en quête d'inscription pour les cycles master et doctorat. Le bureau du Centre Nord de Plan International au Burkina Faso a initié une sortie terrain pour s'imprégner de la réalité des déplacés internes dans cette localité. Une sortie qui a permis de visiter également le champ de 2 hectares de l'association Bahir Mebo. Cette sortie s'inscrit également dans la dynamique de Plan International au Burkina de garantir la qualité de ses interventions conformément à sa politique d'amélioration de la qualité et de l'influence de ses programmes. Alexis Wenkouni Belemnaba. C'est ce champ de 2 hectares de l'association Bahir Mebo que la délégation Plan Burkina, avec à sa tête le directeur exécutif en charge de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, a visité ce mercredi 13 juillet. Un champ exploité par 200 femmes, notamment des femmes de la population haute et déplacées internes. Une activité génératrice de revenus initiée par cette association qui vise à créer une solidarité et promouvoir la paix. L'objectif de cette visite de Plan Burkina est d'encourager l'initiative de ces femmes avec un appui en matériel agricole. En créant ce champ, l'idée c'est de regrouper les femmes, vu que le pays ne va pas bien. Nous avons voulu qu'il y ait plus de cohésion entre nous les femmes. Parce que ici les femmes sont soudées, ça va beaucoup aider le pays, nos maris et nos enfants. Mais on ne pensait pas qu'on aurait du soutien.
Et pour cela, nous voulons dire merci pour votre soutien. Si nous avons du soutien, au lieu que nous travaillions avec 200 femmes, on pourra aller jusqu'à 400-600 femmes. Donc, aidez-nous à rester unis et soudés. Et nous travaillerons à nous attendre et à bien travailler. Et ce déplacement du directeur exécutif en charge de l'Afrique de l'Ouest et du Centre s'inscrit également dans la dynamique de Plan Burkina de garantir la qualité de ses interventions et conforme à la politique d'amélioration de la qualité et d'influence de ses programmes. Je pense que c'est une image excellente que nous devons partager davantage au-delà du Burkina pour montrer qu'au milieu du conflit, au milieu de la crise, il y a des initiatives qui donnent de l'espoir. Et mon souhait, c'est qu'on puisse amplifier davantage ces initiatives. Je suis là pour dire aussi que Plan International confirme son engagement aux côtés des autorités, aux côtés de la population du Burkina. Et nous venons de lancer notre stratégie globale qui, en fait, nous permet de passer à 100 millions de filles et de femmes sur lesquelles nous voulons voir des vies changer à 200 millions de femmes. Ça veut dire que nous voulons investir davantage. Nous voulons passer à échelle et je voudrais simplement dire que notre travail va continuer à être avec les acteurs avec lesquels nous venons de travailler et d'autres acteurs aussi. Le Burkina Faso enregistre près de 2 millions de déplacés internes, dont 60% d'enfants, selon qu'on assure le Comité national de secours d'urgence. Les besoins en urgence sont de sécurité, d'abri, de soins, de santé, de nutrition et d'éducation. Économie dans ce 20h, l'euro, la devise européenne, est tombée à son plus bas niveau depuis 2002. Conséquence, la monnaie européenne a touché la parité avec le dollar américain. Toute chose qui n'est pas sans conséquence sur les économies africaines. Analyse avec Job Lankwande et Serge Kabouré. Pour la première fois en une vingtaine d'années, l'euro a touché la parité avec le dollar américain. C'est une situation qui s'explique selon le président du conseil d'administration du Centre d'études et de recherche sur l'intégration économique en Afrique CERIA par deux groupes de facteurs dont la décision de la Banque fédérale américaine d'augmenter les taux d'intérêt dans l'optique de faire face à l'inflation galopante. Il y a naturellement les facteurs réels qui sont liés donc à l'environnement géopolitique avec la crise en Ukraine, etc., avec toutes les conséquences, notamment les conséquences relatives à l'approvisionnement des pays donc de l'Europe en pétrole venant ou en gaz donc venant donc de la Russie. Il y a également donc et surtout les facteurs monétaires, et pour faire face donc à cette flambée des prix, les banques centrales ont dû prendre des mesures restrictives. Des politiques restrictives consistant à augmenter les taux d'intérêt directeurs. Et donc la Banque centrale américaine est en avance et elle a augmenté ses taux en avance et dans une proportion plus que les taux, l'augmentation en Europe. Avec l'arrimage du franc CFA à l'euro, la dépréciation de l'euro face au dollar n'est pas sans conséquence sur les économies africaines, notamment celle du franc CFA. La dépréciation du franc CFA va rengérir donc les prix des produits que nous importons et qui sont facturés en dollars. Vous imaginez, je donne quelques chiffres. Le 1er juillet donc 2022, un dollar se négociait à 630 francs CFA. Et aujourd'hui, le 14 juillet, le même dollar se négocie donc à 655 francs CFA. Donc ce qui veut dire tout simplement que si vous achetez donc un médicament qui coûte par exemple 10 dollars, ce qui veut dire que le 1er juillet, ce médicament-là coûtait par exemple 6300. Et aujourd'hui, comme le dollar a augmenté, le même médicament va vous coûter donc 6550. Donc vous comprenez qu'il y a une augmentation mécanique donc des prix résultant donc de l'effet taux d'échange. On appelle ça l'effet de report des taux d'échange sur les prix donc des importations. Il s'agit cependant d'un phénomène passager selon les explications du professeur Mahamadou Diarra. Ici, il s'agit donc de voir s'il est possible donc de procéder à une distribution donc de vivres pour des populations extrêmement vulnérables,
ou alors, comme on le fait souvent, c'est de contrôler ces prix ou de subventionner. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que le phénomène est passager en principe. Donc, parce que quand la Banque centrale européenne aura remonté donc ses taux directeurs au même niveau que les taux américains, il se pourrait que la dépréciation de l'euro par rapport au dollar cesse et que l'effet inflation dû donc à taux de change va effectivement s'estomper. À noter que la hausse des prix au niveau mondial, à l'image de celui du blé combiné à l'appréciation du dollar, contribue à accroître l'inflation. L'élément positif est que l'appréciation du dollar américain devrait attirer davantage d'investisseurs dans la zone CFA, car cette devise vaut désormais 652 francs CFA. Les sites d'orpaillage ne sont pas épargnés par la crise sécuritaire. Ils se vident au profit des terroristes. Mais il n'y a pas que cela. Les exploitants y perdent malheureusement leur vie. Le gouvernement burkinabé poursuit donc ses efforts pour assainir le milieu. C'est dans cette dynamique que le ministre des Mines et des Carrières a lancé les 48 heures des artisans miniers hier 14 juillet. Elles serviront de cadre d'échange en vue de trouver des solutions pour booster le secteur impacté par les attaques terroristes. Sarah Kaboré ou Lassida Kaboré. L'exploitation artisanale communément appelée orpaillage est la principale activité des populations rurales du Burkina Faso après l'agriculture. Selon les chiffres de l'Institut national de la statistique et de la démographie INSD, en 2017, plus de 9 tonnes d'or sont tirées de l'orpaillage au Burkina. C'est conscient de ce potentiel que le gouvernement burkinabé a lancé les journées dédiées à l'artisan minier. Une première édition qui se tient sous le thème « L'exploitation artisanale de l'or dans un contexte sécuritaire difficile, défis et perspectives ». Avec les attaques sur des sites aurifères artisanaux, la présence et même la prise de contrôle de certains sites par des groupes armés, on est donc en droit de penser que ces sites suscitent un certain intérêt pour eux, c'est-à-dire les groupes armés, et pourraient donc servir de refuge ou de source de financement et de recrutement. Cela est d'ailleurs corroboré par des études qui tendent à démontrer l'intensification des activités de ces groupes armés dans les zones abritant des sites d'exploitation artisanale d'or. Il est donc attendu des acteurs ici réunis l'engagement à œuvrer auprès des autorités et des forces de défense et de sécurité pour le retour de la sécurité et la quiétude dans notre pays. Cette première édition a réuni plus de 600 acteurs du secteur minier venus des 4 coins du Burkina. Durant 48 heures, les participants feront un état des lieux de l'impact de la situation sécuritaire sur l'artisanat minier et trouveront également des mécanismes nécessaires pour réorganiser le secteur. Quelques-uns d'entre eux saluent déjà cette initiative du gouvernement. La principale difficulté aujourd'hui, c'est lié effectivement à l'insécurité. Ça fait que le Burkina devient de plus en plus inaccessible. Donc il y a des zones où nous ne pouvons plus avoir accès. C'est l'une des difficultés que nous avons actuellement pour notre travail. Et c'est à ce titre que nous saluons effectivement ces journées. Quand on regarde le thème, on parle donc des défis sécuritaires. C'est une réalité. Aujourd'hui, les étudiants ont suffisamment de problèmes. On a des problèmes d'avoir des stages, c'est une réalité. Mais nous pensons qu'également ces sites-là peuvent être exploités d'une autre façon. On peut donner une nouvelle compréhension de ces sites-là en les considérant comme des laboratoires de collecte d'informations géologiques qui peuvent donc servir comme des lieux de stage pour des étudiants. Il y a des sites d'or qui ne sont exploitables que de manière artisanale. Nous invitons donc le gouvernement à identifier toutes ces zones pour nous. Des conférences, des panels et des expositions d'équipements et technologies innovantes sont également au programme des 48 heures des artisans miniers. Les acteurs qui s'illustrent positivement dans le respect de la réglementation en vigueur seront également célébrés et récompensés à la clôture des activités. Breuvage censé mobiliser l'énergie en stimulant le système nerveux. Les boissons énergisantes sont aujourd'hui consommées en grande quantité par les Burkinabés. Jeunes, vieux et parfois même les enfants sont concernés. Cette boisson est pourtant dangereuse et déconseillée à long terme par le nutritionniste comportementaliste Yacouba Sawadgo que nous avons rencontré. Les détails avec Serge Kabouré.
Composées pour la plupart d'extraits de plantes tels que la taurine, la caféine et le glucuronolactone, les boissons énergisantes inondent le marché burkinabé depuis quelques années. Une boisson bien consommée par les Burkinabés, mais qui, selon le nutritionniste comportementaliste Sawadgo Yakuba, n'est pas sans conséquences. Les boissons énergisantes, je ne les conseillerais jamais. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des vertus, des prétendues vertus citées. Mais quand vous prenez ces boissons, on dit quoi? Ces boissons stimulent le cerveau, l'intelligence, boostent le système immunitaire. Et en gros, c'est une potion magique. Mais en réalité, quand on regarde de près ces boissons, la composition, la concentration moléculaire de ces boissons, on se rend compte que ces boissons nous font plus de mal que de bien. Et pour être plus explicite, le nutritionniste en veut pour preuve la taurine qui est une composante des boissons énergisantes. Les graines de la taurine, par exemple, contiennent 2 fois plus de caféine que la substance café. Et en plus de ces concentrations doubles de caféine dans les graines de cette taurine, vous avez de la caféine additionnée dans la composition de ces boissons. Donc ces boissons vont forcément vous donner un certain nombre de maladies chroniques qui sont des palpitations dues au taux élevé de caféine, des tremblements, des troubles de comportement psychotique et plus tard des problèmes d'hypertension artérielle et tout ce que vous pouvez imaginer comme maladie métabolique. L'autre inconvénient dans la consommation de ces boissons énergisantes, c'est son caractère addictif. Le problème de ces produits est que quand vous consommez ces produits, et ça vous attire vers une dépendance totale sur ces produits, au même titre que la drogue, la cigarette, l'alcool, j'en passe. C'est ça qui fait la dangerosité. C'est comme si vous me demandez, est-ce qu'il y a une fréquence de consommation de la drogue? Est-ce que je peux conseiller? Non. Pas tout ce qui peut pousser l'homme à être interdépendant, à être dépendant d'un produit. Et je crois que sur le plan de la médecine, il faut déconseiller. Accessible à tous et vendu dans les rayons des alimentations et dans les boutiques de la place, ce produit est pourtant très nuisible pour les enfants, selon le nutritionniste Yakuba Sawadogo. C'est encore plus dangereux pour les enfants que les personnes âgées encore, parce que les enfants plus tard vont développer les maladies plus tôt sur leur âge. Prenons par exemple un enfant qui commence à consommer une quantité très élevée de ces produits qui ont doublement ou triplement des quantités anormalement élevées de caféine. Mais plus tard, ces enfants à un âge avancé vont forcément même développer même l'Alzheimer, puisque ces produits vont faire trembler certains membres, et également l'hypertension artérielle, également le diabète, et sans parler même de troubles de comportement. Parce qu'en prenant ces produits, si vous demandez ceux qui consomment ces produits ont des troubles de sommeil. Les boissons énergisantes agissent à long terme sur les reins de par le glucuronolactone qu'elles contiennent. La prudence se doit donc d'être observée dans la consommation de ces breuvages afin d'éviter les maladies liées aux reins, rappelle le spécialiste. Les étalons d'âme sont de retour de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2022. Éliminés dès le premier tour, Pascal Sawadgo et ses filles sortent de la compétition avec 1 point. Pour une première participation, le Burkina Faso a encaissé 4 buts et marqué 2. L'objectif de départ n'est pas atteint certes, mais beaucoup de leçons à tirer pour cette jeune équipe. On va écouter les réactions de quelques joueuses avec Assami Touré dans cet élément. La CAN féminine est le rendez-vous pour toutes les footballeuses de montrer aux yeux de l'Afrique ce qu'elles valent. Le Burkina Faso, petit poussé et novice, a participé à cette fête. Un rêve pour les étalons d'âme qui ont lutté depuis plusieurs années avant de l'obtenir. S'illustrant pour la première fois à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, les joueuses disent être satisfaites mais conscientes que le travail continue. Pour moi, c'était une bonne expérience. Bon, c'est vrai que, comme le dit souvent notre coach à l'équipe nationale, c'est la première fois pour nous de participer à la CAN, mais ce n'est pas une première fois pour nous de jouer au football. Bon, on a essayé de montrer ce qu'on avait dans les pieds et dans la tête. Malheureusement, ça n'a pas marché. Mais nous gardons le bon côté des choses et nous espérons que les prochaines seront les bonnes. Pour elle, le manque d'expérience et la mauvaise préparation étaient la cause de cette sortie prématurée. Bon, je dirais le manque d'expérience. Voilà.
Parce que chez nous, nous étions très jeunes. Et puis voilà, je me dis que peut-être avec beaucoup plus d'expérience et de préparation, je pense que les prochaines seront les bonnes, comme j'avais déjà eu à dire. Adama Congo est la première joueuse à marquer à une phase finale pour le Burkina Faso. Elle dit avoir pris ses responsabilités pour aller chercher ce but. Quand on menait, je pense c'est de prendre ta propre décision pour aller essayer toi aussi pourquoi ça va et pourquoi ça a été. Bon, j'ai pris ma décision pour dribbler et puis aller marquer. À l'issue de ce but magnifique de Adama Congo contre l'Ouganda, Balkissa Sawadgo a été élu Woman of the Match, un titre que Rasmata Sawadgo avait obtenu lors du match contre le Maroc. Selon Balkissa, ce prix est une invite à redoubler d'efforts. C'est une grande joie pour moi. Et voilà, parce qu'au moins, je vois que les efforts d'un côté ont payé. Voilà, et c'est pour une première fois et je prends ce trophée. Je pense que ça me pousse à travailler davantage car je sais qu'avec beaucoup plus de travail, j'aurai encore plus que ça. Le rêve de toutes ces filles après la CAN est d'avoir frappé à l'œil des recruteurs afin d'avoir une carrière professionnelle. Bon, naturellement, je rêve de devenir professionnelle, jouer au haut niveau en Europe et autres. Voilà, donc je pense qu'avec cette participation à la CAN, j'espère du moins et avoir frappé dans l'œil des différents clubs à l'extérieur. Je vais être professionnel pour jouer le Coupe du Monde. Bon, tout d'abord, j'ai dit, et prochain CAN, on va faire le bon match pour se qualifier à la Coupe du Monde, pour avoir des contrats. Voilà. Notons qu'à l'issue de cette CAN, au moins 6 joueuses ont été repérées par des recruteurs. C'était donc le dernier reportage de ce 20h. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure pour le dernier 20h de la semaine. Bonsoir.